Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de Pierre Bellemare, de suspense. Écrite en collaboration avec Marie-Thérèse Cuny, Jean-François Namillas et Jean-Paul Rouland. Allez go, c'est parti. Un crime hors de prix. Ce soir-là, Robert Murat donne chez lui un dîner intime. Autour de la table, ils ne sont que 3. Lui-même, sa femme Micheline et Henri de Beaujeu. Robert Murat, grand industriel de la pétrochimie, a toujours su traiter magnifiquement ses hôtes. L'atmosphère est détendue, amicale. D'ailleurs, comment serait-il autrement ? Henri de Beaujeu lui-même très fortuné, puisqu'il possède des intérêts dans plusieurs banques privées, est, de longue date, un ami du couple. Robert Murat et lui se sont souvent associés pour des affaires qui se sont révélées particulièrement rentables. Rien ne semble devoir troubler la sérénité de cette soirée d'octobre 1964. Henri de Beaujeu parle avec son aisance coutumière. Il est un peu plus âgé que son hôte. Il approche de la soixantaine. À côté de lui, Micheline l'écoute en souriant. Micheline Murat, en parfaite femme du monde, a toujours su écouter. Elle s'est donné à chacun l'impression que sa conversation l'intéresse. Le maître de maison, depuis quelque temps, reste silencieux. Il sourit en entendant son vieil ami faire des phrases. Et son sourire égal dissimule parfaitement la question qu'il se pose depuis le début de la soirée. Voyons, de quelle manière vais-je tuer Henri ? Le repas touche à sa fin. En savourant son fromage, Robert Murat détaille son associé et ami. Mon Dieu, quel goût a donc sa femme ? Que peut-elle lui trouver de plus qu'à lui-même ? L'attrait de la nouveauté, sans doute. Mais leur liaison dure depuis plus de 6 mois. Pourquoi a-t-il fallu qu'un après-midi, Micheline lui dise qu'elle s'était rendue chez sa couturière et qu'il ait eu besoin de la joindre au téléphone ? Sa couturière ne l'avait pas vue depuis des mois. Alors Robert Murat a engagé des détectives, les meilleurs, les plus chers. C'est ainsi qu'il a su que sa femme le trompait avec Henri de Beaujeu. Henri parle maintenant de sa passion, les timbres. Il a une collection prestigieuse, fabuleuse, la plus belle de France, avoue-t-il sans modestie. C'est à elle qu'il consacre le plus clair de son temps. Il entretient dans le monde entier une équipe de correspondants chargés de prospecter pour lui. Et quand une vente intéressante a lieu, fût-ce à l'autre bout de la planète, il n'hésite pas à tout abandonner pour s'y rendre. Il a même délaissé une fois Micheline. Cette semaine-là, elle n'est pas allée chez sa couturière. Le repas terminé, le café et les liqueurs sont servis. Dans un verre d'eau, Henri de Beaujeu avale un des médicaments qu'il prend depuis son infarctus. Robert Murat sourit en lui-même. C'est peut-être la solution ? Remplacer une de ces pilules par une autre, soigneusement préparée ? Tout le monde croirait à un accident cardiaque. Mais il secoue la tête. Non, trop compliqué. Pour cela, il faudrait la complicité d'un médecin et il ne voit pas comment l'obtenir. Pourtant, c'est l'empoisonnement qui a ses préférences. Car il est hors de question qu'il tue son rival d'un coup de feu ou à l'arme blanche. Robert Murat n'est pas un violent. Et surtout, il ne veut pas être pris. Ses usines ont trop besoin de lui. La soirée s'achève. Robert Murat accompagne son vieil ami avec cordialité. Il est indispensable que son crime soit parfait. Pour cela, il mettra le temps et les moyens qu'il faudra. Il n'a jamais été pressé. Et ses moyens sont pratiquement illimités. Un an s'est presque écoulé. Nous sommes en septembre 1965.
De nouveau, Robert Murat a convié son vieil ami et associé Henri de Beaujeu à un dîner intime. Rien n'a changé. La chair est excellente, Micheline écoute toujours son invité avec la même distinction courtoise. Malgré tout, Robert ne peut s'empêcher d'admirer sa femme. Quelle maîtrise de soi, comme elle sait remarquablement cacher son jeu. Henri de Beaujeu parle, comme à l'accoutumée, et comme à l'accoutumée, il parle philatélie. Il est en train de se plaindre des honoraires excessifs que lui réclament ses divers correspondants dans le monde. Robert Murat ne dit rien, mais intérieurement il approuve. C'est vrai que ce genre d'équipe coûte une fortune. Lui-même depuis 1 an à la sienne. Il est déjà parvenu à prendre de vitesse Henri pour l'achat de quelques pièces rares, mais ce n'était pas là le but de l'opération. Le but, c'est ce que vient de lui annoncer son correspondant en Californie. Et c'est la raison pour laquelle il a invité Henri ce soir. Il interrompt son invité d'une voix égale. À propos de timbre, mon cher Henri, est-ce que vous seriez intéressé par le 1 cents 1856 de Guyane anglaise ? Henri de Beaujeu reste un instant interloqué. Mais il se reprend vite et se met à rire. Vous plaisantez, Robert, le 1 cents de Guyane anglaise est le timbre le plus précieux du monde. Il n'y en a qu'un seul exemplaire et je sais parfaitement qu'il n'est pas à vendre. Robert Murat continue de la même voix apparemment indifférente. C'était vrai, jusqu'à la semaine dernière. On vient d'en découvrir un second spécimen à Los Angeles et je m'en suis rendu acquéreur. J'ai pensé que c'était un bon placement. Henri de Beaujeu ouvre des yeux ronds. Il est tellement saisi que pendant un moment, il est incapable de parler. Puis il finit par dire dans un souffle. « Vendez-le-moi !» Le maître de maison a un geste prudent de la main. « Je ne m'en séparerai pas facilement. Je vous ai dit que c'était un placement. En tout cas, venez me voir demain, à mon bureau. Je vous le montrerai. » Le lendemain, Henri de Beaujeu est au rendez-vous avec 1/4 d'heure d'avance. Sans prendre le temps de s'asseoir, il demande « Où est-il » Robert Murat sort de son tiroir un petit écrin. Il l'ouvre, avec lenteur. Les yeux exorbités d'Henri suivent chacun de ses gestes. L'industriel pose le précieux objet devant lui. Aussitôt, Henri de Beaujeu se saisit de la loupe et du catalogue qu'il avait apporté. Avec des gestes de chirurgien, il se penche au-dessus du petit rectangle coloré. De temps à autre, il vérifie sur son catalogue l'exactitude d'un détail. Tandis qu'il procède à son examen, on l'entend dire d'une voix blanche. « Oh, c'est prodigieux! Le voilier dessiné maladroitement en noir sur fond carmin. Oh, c'est ça, c'est tout à fait ça! » Il se redresse enfin et lance à son ami. « 100 millions, Robert. 100 millions de centimes. » Robert Murat reprend doucement l'écrin et le place avec précaution devant lui. « Savez-vous, mon cher, que l'autre exemplaire de ce timbre a été trouvé en 1873 par un écolier anglais dans un tas de vieilles lettres et qu'il l'a vendu 6 shillings. » Henri de Beaujeu l'interrompt avec agacement. « Bien sûr, tous les philatélistes savent cela. Vous voulez faire monter les enchères ? Eh bien d'accord. 120 millions. » Robert se lève et revient avec une bouteille de champagne et 2 coupes. « Mon cher, si nous devons faire une transaction, il faut l'arroser. Nous allons trinquer ensemble. » Son interlocuteur, de plus en plus nerveux, repousse sa coupe. « Je n'ai pas soif, merci. » Mais Robert ne l'écoute pas. Il débouche la bouteille et remplit les coupes. « Si, buvez. J'y tiens. » Après avoir trinqué, il s'installe posément dans son fauteuil et allume un cigare. Il sort de l'écran le petit rectangle de papier et l'amène à la hauteur de ses yeux. « Henri, connaissez-vous l'anecdote du comte de Ferrari ?» Henri de Beaujeu ne peut plus maîtriser son tremblement. « Mais oui, bien sûr ! 120 millions, Robert !»
D'un air indifférent, Robert Murat s'est mis à jouer avec une allumette. Je vais pourtant vous la raconter. Au début de ce siècle, le comte de Ferrari était possesseur de l'unique exemplaire de 1 cens connu jusqu'alors. Or, par une chance extraordinaire, il en a découvert un second. Et vous savez ce qu'il en a fait. D'une voix rauque, Henri de Beaujeu lance. Oui, je le sais. L'industriel joue toujours avec l'allumette. Il l'a brûlé, Henri, parce qu'il a pensé qu'un seul exemplaire valait plus cher que 2. Henri de Beaujeu a blêmi. Il sort son carnet de chèques. 150 millions. C'est beaucoup plus que sa valeur, mais je vous en supplie, cessez de jouer avec ce timbre. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Pour un vrai philatéliste, c'est un trésor, un objet de culte. Cela fait des années que j'en rêve. Je vous fais un chèque, si vous me le remettez. Vous êtes d'accord ? Robert Murat frotte l'allumette. La flamme est à quelques centimètres du petit rectangle. Il l'approche encore un peu. Henri de Beaujeu pousse un cri étranglé, mais il est trop tard. Il y a une lueur. Le second exemplaire du 1 cens de Guyane anglaise 1856 vient de brûler. Retombé sur son fauteuil, Henri de Beaujeu sent une douleur fulgurante lui broyer la poitrine. Il a une grimace. Il suffoque et tombe, la tête en avant sur le bureau, terrassé par une crise cardiaque. Robert Murat mélange soigneusement le petit résidu du timbre avec la cendre de son cigare. Une arme parfaite pour un crime parfait. Oh, une arme hors de prix, bien entendu, mais il avait les moyens. L'industriel considère le petit tas noir dans le cendrier et son rival sans vie. En décrochant le téléphone pour appeler une ambulance, il murmure « Tout n'est que cendre ».